Bienvenue au balado Juste pour vivre. J'entame une série d'épisodes cet été en territoire non cédé Innu. Quoi? Bonjour à tous les Inuits qui nous écoutent et Chinarkumitin, merci de m'accueillir. Je suis sur la route pour rencontrer des personnes qui ont une réflexion autour de la relation au vivant. Je le fais entre autres grâce au Fonds d'appui à l'engagement étudiant qui me soutient généreusement. Je suis aujourd'hui à l'Auberge du Jardin. C'est une magnifique auberge qui est située sur un terrain paradisiaque à Petit-Saguenay, là où se passe le festival Virage. Pour l'occasion, j'ai rencontré Isabelle Fortier. C'est une conférencière ici au festival Virage et elle nous a initiés au travail qui relie. Elle a un baccalauréat en théâtre et développement qui vise une transformation personnelle et sociale. C'est une thérapeute psychocorporelle et elle est la fondatrice d'EgoEco au BIC, près de Rimouski. Elle offre des conférences, des ateliers, de l'accompagnement individuel et de la formation pour les professionnels. EgoEco a pour mission d'accompagner les individus à repenser leur rapport à la nature pour passer d'un mode de vie plus individualiste à une conscience plus large, c'est-à-dire de l'interdépendance des êtres vivants. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Toi, tu es à Virage pour nous aider à nous relier à quoi exactement, Isabelle? Je te dirais, je suis là pour qu'on se relie à soi, ce qui permet de se relier aux autres et enfin de se relier à la nature. Et là, tu te prends. Moi, j'ai assisté à ton activité. Je sais les types d'approches que tu peux faire, mais est-ce que tu pourrais nous présenter comment tu nous relis exactement? Tu as plusieurs portes. Commence par la première. C'est ça. Dans le fond, moi, je me suis spécialisée comme en éco-psychologie, qui est comme le grand chapeau dans lequel il y a plusieurs types d'interventions qui nous relient à la nature. En éco-psychologie, on peut avoir l'éducation par la nature, on peut avoir les interventions par le plein air, on peut avoir des pratiques chamaniques. Et on a aussi le travail qui relie, qui est une des approches d'éco-psychologie qui est très connue. C'est connu à travers le monde. Et moi, j'ai choisi de me spécialiser en travail qui relie. Ça fait maintenant déjà 9 ans que je travaille avec le travail qui relie et j'ai formé un paquet de personnes. J'ai donné sûrement des centaines d'ateliers de travail qui relie. Alors, c'est une approche qui, tu sais, son nom le dit, hein, travail qui relie. Alors, ce qui est beau dans cette approche-là, c'est vraiment, c'est que c'est une approche qui nous amène premièrement, à ressentir notre reliance, mais pas juste intellectuellement. Je dirais, c'est que ça nous permet de le ressentir dans notre cœur, dans notre affect, puis dans notre corps. Parce que c'est beau comprendre des enjeux de reliance intellectuellement, mais c'est de les ressentir qui nous permettent d'intégrer cette reliance-là, qui va avoir un impact sur notre façon d'être au monde. Évidemment, si je me sens réellement reliée à la nature, si je comprends que je fais partie de la nature, bien, je vais en prendre soin. Si je me sens reliée à l'arbre dans mon jardin, le jour où quelqu'un veut venir pour le couper, je vais me lever debout pour arrêter ce geste-là que je trouve inopportun. Donc, hein, c'est vraiment, tu sais, si on est relié dans le cœur, bien, on va protéger toutes les espèces menacées, on va vouloir se soulever puis prendre soin de ce vivant-là qui nous tient en vie aussi. Ce matin, je n'ai pas posé la question dans l'atelier. Je me disais, je vais m'en réserver. C'est porteur de valeur au final. C'est pas innocent, se relier. Ça implique, prendre soin, c'est une valeur. Ouais. Ça nous rend plus écologiques. Mm-hmm. C'est quoi les autres valeurs? C'est quoi les valeurs, qu'on va dire, qui accompagne cette reliance-là? Ben c'est ça. Dans le fond, en travail qui relie, il y a comme une spirale, la spirale du travail qui relie qu'on appelle, qui est comme un chemin qui des points de repère pour notre transformation personnelle qui va nous ramener une reliance. Puis à travers cette spirale-là, je vais vous la nommer, moi, nommer les étapes, pour que ça puisse vous permettre de comprendre c'est quoi les valeurs sous-jacentes. Dans le fond, la première étape de la spirale du travail qui relie, c'est la gratitude. Alors, évidemment, la gratitude pour être en mesure de reconnaître toute la beauté du monde, tout ce que la nature nous apporte. Parce que les humains, on s'est déconnectés de la nature et on réalise même pas que, tu sais, le privilège qu'on a d'avoir accès à l'eau, d'avoir des températures ambiantes
c'est confortable pour l'être humain, d'avoir toutes les ressources qui nous ont permis de construire les abris dans lesquels on se protège. Donc, toute cette reliance-là avec tout ce que la nature nous apporte, hein, il n'y a rien qu'on utilise au jour le jour qui ne vient pas de la nature. C'est tout fait à partir des matières premières que la nature nous offre. Donc, déjà, de voir tout ce qui nous est donné, de reconnaître la beauté, de voir tout ce qu'on a dans nos vies personnelles, voir notre verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, c'est déjà une valeur en soi, hein, la gratitude, reconnaître le beau, le bon, le plein. C'est tout ça, la gratitude. La deuxième étape de la spirale du travail qui relie, c'est honorer notre peine pour le monde. Donc ça, c'est une valeur qu'on n'est pas habitué de mettre de l'avant, généralement, socialement, au Québec et en Occident en général. Hein. Souvent, la douleur, ben, on veut la fuir, l'éviter, s'échapper. Mais là, dans le travail qui relie, on met de l'avant l'importance d'honorer notre peine. Fait que ça en a une valeur, ça aussi. Honorer notre peine au lieu de la fuir. Tu sais, quand on va honorer une personne pour son accomplissement, hein, on la met sur un stage, on y fait des beaux mots pour reconnaître toute sa valeur. Ben là, on peut-tu le faire pour notre propre peine? Si on se relie à la peine, ben à ce moment-là, ça nous permet réellement de aussi se mobiliser. Donc, ce qu'on veut à travers ça aussi, c'est d'être en contact. On parlait de reliance à soi-même d'abord. Quand j'évite ma peine, bien évidemment, je serais pas... je serais pas dans tout mon potentiel parce qu'il y a toute une partie de mon énergie qui va être occupée à refouler les peines que je veux pas voir. Hein? Fait qu'il y a tellement de gens qui vont avoir un comportement d'autruche. Hein? On se met le tête dans le sable parce qu'on veut pas voir, on veut pas ressentir. Mais dans ce temps-là, moi, je peux pas être complètement vivante si j'ai la tête dans le sable. Hein? Je peux pas être dans mon plein accomplissement. Je suis en train de combattre pour pas voir, pour pas ressentir. Donc, elle nous invite à honorer notre peine pour le monde. Troisième étape, c'est changer de regard. Bien, là, ça aussi, ça parle de valeur. Pourquoi? Parce que c'est changer de regard, c'est changer les valeurs aussi. Donc, passer, tu sais, d'une société qui valorise le productivisme, la performance, la compétition, à d'autres valeurs comme la collaboration, comme le ralentissement, comme l'écoute de soi. C'est ces nouvelles valeurs-là qu'on veut mettre de l'avant, hein, des valeurs qui soutiennent le vivant. Fait que ça en est des valeurs qu'on valorise à travers l'éco-psychologie. Et notre dernière étape, c'est aller de l'avant. Donc, aller de l'avant, c'est que, justement, si je me suis laissée toucher par la peine pour le monde, c'est un moteur aussi. Hein, ça va me faire toucher mes tristesses, mes colères, mon indignation. Ben, tu sais, ça va m'amener comme un moteur à vouloir me soulever, contribuer dans le monde. Puis ça en est une autre valeur. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, est-ce que je veux m'accomplir que pour ma propre valorisation, que pour mon propre ego? Parce que si j'atteins tel poste social, je vais être plus reconnue. Hein, si je suis, tu sais, dans... Je sais pas, moi, si je suis médecin, avocat, est-ce que j'ai plus de crédibilité sociale? Est-ce que tout mon chemin d'accomplissement se fait pour une valorisation personnelle? Ou ce chemin-là, je le fais en sachant que j'ai une contribution à donner au monde, que je suis reliée avec tout le vivant, et puis que j'ai des forces, des talents qui sont exceptionnels, qui me sont uniques, hein, singuliers. Et là, moi, je vais contribuer pour ça. Fait que ça change tout, ça change la valeur parce que c'est pas le même moteur qui me fait agir. Tu sais, j'agis pour que mes forces contribuent au mieux-être puis à l'équilibre de l'écosystème puis du vivant. Donc, ça, c'est quand même... c'est comme la base du travail qui relie, qui nous amène réellement à voir le monde autrement. Le travail qui relie, c'est une philosophie qui est soutenante. Quand on regarde le monde avec ce regard-là, ben on a de nouveaux points d'appui. On va pas... Notre façon de penser va être différente. Donc, évidemment, notre façon d'agir et de se comporter aussi. J'ai oublié de le mentionner, tu as démarré Ego Eco depuis 9 ans.
à Rimouski. Mhm. Tu as rencontré, comme tu dis, beaucoup de personnes. J'imagine même avant d'avoir fondé Gueco, tu faisais déjà du travail qui relie, je me trompe? Un petit peu avant, mais rapidement, j'ai fondé Eco. Ouais. Je suis québécois, je suis né ici. Mes parents avaient des valeurs, et ont encore des valeurs catholiques. OK? J'ai grandi avec des valeurs. Mhm. Et j'ai grandi avec un mode relationnel, comme beaucoup d'autres personnes, où est-ce que c'est pas nécessairement bien vu de toucher à sa peine. T'sais. Moi, je me rappelle très bien ma grand-mère qui disait Mhm. laissez pleurer, tu vas le chouchouter ou je sais pas trop. C'est pas, on n'a pas toute cette expérience humaine-là. Mhm. Dans ton travail, dans ton approche, comment tu fais pour accompagner ces gens-là qui peut-être ont été bâtis pour ne pas y aller Mhm. par leurs parents, par leur histoire? C'est difficile, non? Ouais, c'est très difficile. C'est sûr que généralement, on veut pas accueillir la souffrance. On fait tout pour la fuir. Hein? On a tous nos moyens de fuite, hein? Que ce soit drogue, alcool, sexe, consommation, même, tu sais, même des mises en action. Des fois, ça va être une façon de fuir aussi. Donc, ce que je fais, c'est-à-dire qu'évidemment, ce travail-là, du travail qui relie, il crée des bases intéressantes. C'est pour ça que la gratitude est nécessaire avant d'aller dans la peine, pour qu'on ait un point d'appui. Si j'ai pas de point d'appui qui me permet de soutenir ma peine, je vais peut-être pas y aller. Mais la gratitude devient un enracinement, un ancrage. Donc, pour ensuite aller dans la peine, c'est aussi d'avoir un milieu où tu te sens en sécurité pour aller là. De sentir que ton émotion va pouvoir être accueillie. Comme tu disais, hein, si ta grand-mère, ben laisse-les pleurer, sinon tu vas le chouchouter. Ben non, de savoir que dans le milieu, on travaille beaucoup en cercle, en travail qui relie, ben le cercle va soutenir ton émotion. Il va lui, tu sais, tu as le droit de vivre cette émotion-là. Et là, quand une personne ose vivre son émotion, elle ouvre la porte pour toutes les autres. Ça, je trouve ça beau. La première personne qui ose pleurer dans un groupe, ben, elle ouvre la porte pour les autres. La première personne qui ose vivre sa colère, elle ouvre la porte pour les autres. Donc, c'est sûr que c'est un nouveau chemin. On n'est pas habitué de faire ça, mais socialement, je pense qu'on est rendu là à réellement faire attention, à avoir des lieux pour prendre soin de ces émotions-là, pour qu'on puisse se soutenir mutuellement. Parce qu'on sait que si on n'y va pas, ben ça fait pire. Parce qu'on est dans le refoulement, puis on ne pourra pas aller dans notre plein potentiel pour contribuer au mieux-être de la planète. Qu'est-ce qui t'a marqué justement dans toutes ces expériences-là que tu as fait vivre avec le travail qui relie? Tu parlais de la première personne qui pleure, ouvre la porte, mais est-ce que tu as remarqué d'autres portes comme ça qui peuvent aider à toucher à notre peine? Puis j'entends la gratitude. On aurait dit que pour moi, c'est pas encore assez clair, même, je te dirais, tu sais, comment la gratitude peut venir m'aider à toucher la peine. C'est comme une manière d'être disposé. Oui, je pense que la première chose, ce serait déjà d'y croire. Hein? Je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire que tu iras pas si tu crois pas que ça va te faire du bien. Fait que, c'est-à-dire, c'est de faire confiance au processus. Parce qu'à quelque part, le travail qui relie suggère un processus. Alors, si, effectivement, hein, tu sais, ne pas croire sans avoir vécu, mais c'est-à-dire de croire suffisamment à ce processus-là pour oser essayer puis y aller. Ça demande quand même comme un acte de confiance quand même. OK, je vais faire confiance. Fait que ça veut dire que sur le plan intellectuel, il faut quand même être en mesure de comprendre les bienfaits de ça. Parce que si j'arrive pas à voir les bienfaits, je vais peut-être pas plonger. Mais quand on fait des différents exercices qui permettent de vivre, honorer sa peine, ben c'est ça, on se donne un cadre sécurisant, sécuritaire, et quand les personnes ouvrent le chemin, ben tout d'un coup, moi je dis tout le temps, t'es pas obligé, tu peux juste entendre. Tu peux juste entendre, être témoin de la peine des autres. T'es pas obligé de parler. Mais c'est rare quelqu'un qui choisit de pas parler. Mais c'est pas rare que les gens qui ont peur de venir, par contre. C'est fréquent. On a peur d'y aller parce qu'on pense qu'on va être englouti dans la peine ou on va éclater dans la peine. Ce qui est important, c'est de faire confiance que
quand je vis ma peine entièrement, je vais vivre un relâchement. Ça va créer de l'espace pour du nouveau. Ce qui n'est, tu sais, en psychocorporel, je suis thérapeute psychocorporel, on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Hein? Il y a plusieurs auteurs qui en parlent. Ça va nous rendre malades. Hein? Hein? Tu sais, quand on a des émotions refoulées, ça nous rend malades. Ça a le besoin de circuler, cette affaire-là. Donc, il faut y croire suffisamment intellectuellement, avoir ce lieu-là de confiance, puis oser. Mais généralement, quand les gens font l'expérience, ce qu'ils trouvent, c'est la reliance, justement. Je ne suis pas la seule, le seul à avoir autant de peine avec ce qui se passe sur la planète, à être en colère, à être en maudit. Ça fait tellement du bien de sentir, d'entendre d'autres se relier dans la souffrance. Ça fait du bien. Récemment, dans mon dernier atelier, c'était beau, il y avait une personne qui parlait que, justement, tu sais, quand, par exemple, il y a quelqu'un de malade dans notre famille, bien, tout d'un coup, on se sent relié. Tu sais, la souffrance permet de se relier. On s'en va au salon mortuaire, on se sent relié. Hein, dans la souffrance, il y a la reliance. Puis elle, quand elle a nommé ça, ça me rappelait mon enfance. Je me disais, c'est intéressant. Parce que quand moi, j'étais enfant, je me souviens, ma grand-mère était à l'hôpital, puis j'étais comme... Il y avait une partie de moi qui était en joie. Puis tu sais, j'ai 8-9 ans, puis je comprends pas. J'ai pas le droit d'avoir une partie de moi qui est en joie. Je suis supposée être en peine. Ma grand-mère, elle va pas bien, elle est à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui me mettait dans la joie? C'était cette reliance-là que je chantais. Tout d'un coup, on se mobilise, tout d'un coup, on est ensemble, tout d'un coup, on fait des horaires pour que tout le monde y aille chacun son tour voir la grand-maman. Tu sais, c'est cette reliance-là, ce sens de la communauté aussi. Quand je me relie dans la souffrance du monde, ça me permet de me relier même avec les femmes, les enfants, les hommes qui vivent la guerre, que ce soit en Ukraine, à Gaza. C'est de la reliance. Dans les grandes catastrophes au Québec, on l'a vu aussi, cette espèce de sentiment de bien-être parce qu'on était ensemble. Je pense, entre autres, à la crise du verglas, que moi, j'étais là, entre autres. Mais tu sais, c'est ça. Quand il y a une grosse tempête de neige, à la limite, c'est un espèce d'exemple parce que là, on se relie pour s'entraider, puis ça nous touche même. C'est ça. L'épreuve n'est pas que difficile. Non, c'est ça, il y a des cadeaux dans l'épreuve. Puis ça en est cette force, c'est la solidarité qui apparaît dans l'épreuve. Et pourquoi je me sentais si bien là-dedans? Parce que fondamentalement, un des besoins de l'être humain, c'est de se sentir appartenir, de se sentir en solidarité avec d'autres gens. C'est comme c'est un besoin intrinsèque de chaque être humain. Puis là, dans une société individualiste, souvent, on manque de cette reliance-là, de sentir qu'on appartient à un clan, à une tribu, à une communauté. Par chance, de plus en plus, il y a des... Tu sais, je pense aux ruelles vertes, là, tout d'un coup, les voisins, ils ont un point de ralliement, un projet commun qui fait que, là, on va parler à nos voisins. Mais ce besoin-là, il est fondamental. Mais dans cette société-là individualiste, où on est beaucoup dans le chacun pour soi, on y perd quelque chose. Peut-être de définir l'individualisme chacun pour soi, ça se traduit comment, là? Dans le fond, c'est qu'on est moins dans on est moins présent en groupe ensemble, on se relie moins... Comment, pour toi, tu vois ça? Moi, comment je le vois, c'est d'être centré sur soi-même, sur ses propres besoins, sur son propre accomplissement. C'est ça. C'est justement, pour moi, l'individualisme, c'est cette amnésie. Dans l'éco-psychologie, on parle de ça, c'est l'amnésie. On est comme amnésique de là où on vient. Nous appartenons à une toile du vivant. On appartient à une toile du vivant. On est interdépendants, interconnectés. On ne peut pas exister sans l'eau, sans l'air, sans le feu. On ne peut pas exister sans tous les gens qui contribuent à m'amener ce dont j'ai besoin pour vivre, mes vêtements, les choses que j'utilise pour manger, pour me déplacer, pour... tu sais, mon existence dépend de la toile du vivant. Et c'est ça qu'on oublie, c'est ce qui crée l'individualisme, c'est ça l'amnésie. J'oublie que j'appartiens à une grande toile du vivant. Je pense que moi, j'ai de l'argent, fait que là, je me paye des services, mais j'oublie à quel point ces services-là, c'est mon soutien. C'est comme si on est tellement dans un rapport marchand
que j'oublie l'interdépendance, l'interconnexion, puis que tous ces individus-là qui contribuent à mon existence, c'est comme s'ils n'existaient pas, parce que j'ai fourni de l'argent. Parfois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont même pas dans la reconnaissance, parce que là, je t'ai donné de l'argent, tu m'as fait ton service. Mais tu sais, mon mécanicien, quand il répare ma voiture, tu sais, je serais pas capable de me le réparer, là. Tu sais, j'ai besoin de lui, j'ai de la gratitude, effectivement. Mais c'est vrai que là, vu le rapport monétaire, ben je vais pas nécessairement y penser à chaque fois que m'en vais faire réparer ma voiture non plus. Fait que... On a parlé de la peine. Est-ce que, quelque part, je vais y aller par la négative, est-ce qu'on peut se relier sans émotion ou les émotions sont nécessaires à la reliance? Ben, je pense que la reliance, elle est basée sur l'affect. Donc, oui, tu sais, l'affect au sens large, donc les émotions font partie. Mais c'est comme... tu sais, je pense que c'est ça le cadeau du travail qui relie, c'est que c'est des méthodes, des exercices simples qui t'amènent à ressentir affectivement ta reliance. Parce que si tu ne fais que le comprendre intellectuellement, ça fait pas la job. Il faut que tu le ressentes réellement dans ton cœur. Donc, c'est corporel, c'est affectif. Et c'est cette reliance-là qui fait que... Cet affect-là qui amène la reliance réelle, qui amène le soin aussi. Hein? Parce que j'aime les gens qui m'entourent, je vais en prendre soin. Plus je me relie avec la nature, plus je l'aime, naturellement, je vais vouloir en prendre soin. Hein? On prend soin de ce qu'on aime. Donc, mais ce qu'on aime, ça parle... Tu sais, c'est ça, l'affect de base, c'est l'amour pour les autres, pour le vivant, pour ce qui me soutient. La gratitude va nourrir cet amour-là aussi. C'est quoi la place des sens dans cette conception-là ou cette approche-là? Oui. Ben, dans toute l'étape de la gratitude, on va vraiment beaucoup travailler avec les sens aussi. Ouvrir nos sens pour justement voir avec des nouveaux yeux. Il y a un des exercices qui est simple où on va bander les yeux, on est 2 par 2, puis on s'en va explorer la nature avec nos autres sens. Fait que qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte, quelles sont les textures. Puis là, tout d'un coup, c'est un nouveau monde qui apparaît. Hein? C'est comme si, justement, ça augmente ta sensibilité, ça augmente ton émerveillement. Je pense que l'émerveillement fait partie aussi de la reliance, de pouvoir être émerveillé par la nature, par sa complexité aussi. Fait que là, dans cette reliance-là, c'est comme la dernière fois aussi, c'était beau. Il y avait tu sais, moi, j'habite dans le Bas-Saint-Laurent, au Bic, là où il y a les plus beaux couchers de soleil. On a le grand fleuve qui est comme la mer. Fait que là, les gens viennent faire des retraites chez moi. Fait que là, tout le monde attend de voir le fleuve. Tu sais, quand ils arrivent, des fois, ils arrivent à la ferme. On voit pas le fleuve direct de la ferme. Et là, la fille, elle disait « Ouais, mais là, j'ai pas eu le temps d'aller voir le fleuve un matin, tout ça. » Puis là, on fait l'exercice comme ça, les yeux bandés. Puis sa partenaire lui fait découvrir une petite fleur, mais avec tous ses autres sens que ça a vu. Et là, elle était dans un émerveillement total. Elle a dit « Ah, moi qui pensais qu'il fallait absolument que je voie le fleuve pour m'émerveiller. » Fait que je trouve ça très beau que dans la simplicité d'une petite fleur que souvent on ne voit même pas dans notre empressement, dans nos multiples occupations, tout d'un coup, elle était émerveillée par la beauté de cette fleur-là qu'elle n'avait pas vue. Parce qu'elle l'avait touchée par tous ses autres sens. Fait que ces sens-là me permettent de me sentir en connexion avec le vivant. Hein. On le trouve aussi... faut dire que le travail qui relie, c'est basé sur le bouddhisme aussi. Fait qu'on trouve beaucoup, hein, tu sais, la pleine conscience qui nous amène dans le moment présent aussi. Fait que plus je suis dans le moment présent, plus je vais être consciente de mes sens, plus je vais être capable de jouir du moment présent, de ce qui est là. Et d'embrasser aussi ce qui est moins bien. Quand je suis dans le moment présent, c'est ça aussi, hein. On veut pas... Tu sais, si je veux pas être dans ma souffrance, ben je vais me couper de ma présence. Mais là, je vais être coupée de ma présence pour sentir mes grandes joies, puis voir les grandes beautés. Parce que je veux dire, si je suis coupée, je peux pas juste couper la peine, hein.
je me coupe de ma présence. Fait que je vais me couper de ma présence aussi pour le beau puis le bon, parce que je suis coupée, parce que je ne veux pas toucher la peine. Fait que c'est pour ça qu'on dit, quand on parle de reliance, hein, tu sais, dans toutes les approches de reconnexion au vivant, tu sais, on dit tout le temps connexion à soi, connexion aux autres, connexion avec la nature. Si on t'approche pas avec ces trois angles-là, ben t'es pas à bonne place. Parce que c'est sûr que ça, c'est un tout, tu sais, ça va ensemble. Parce que si je suis pas présente à moi, ben je peux pas être présente aux autres. Puis je peux pas être présente à la nature non plus. Fait que ça nous ramène. C'est pour ça que cette phase-là d'honorer la peine est hyper importante. Parce que je veux me dégager de ces poids-là. Hein. C'est comme si on se promène avec des gros sacs à dos, plein de grosses pierres. Puis là, à un moment donné, on essaie de monter des montagnes. Bien là, ça te tente pas de libérer un peu le sac à dos. Qu'est-ce qu'on a à devenir, Isabelle? Qu'est-ce que tu veux dire à devenir? Je t'ai entendu ce matin parler là, d'espèce d'être son X. Là, où est-ce que tu sais? J'ai bien aimé ta manière de le présenter. J'aimerais ça que tu nous le partages. Ben, peut-être que je pourrais commencer par dire que depuis que je suis toute jeune, moi, quand j'écrivais des lettres de motivation pour avoir des emplois, j'ai toujours travaillé en intervention sociale. J'écrivais tout le temps « accompagner le plein accomplissement des individus ». C'est comme si moi, c'était intrinsèque en moi-même. Je voulais contribuer au plein potentiel des individus. Fait que ça, déjà, là, je trouve ça intéressant, hein, parce qu'effectivement, le potentiel, il est là, il est en nous, mais il n'est peut-être pas dans son plein développement. Alors, puis là, tu sais, à notre époque, on n'arrête pas d'entendre parler de « Ah, je suis sur mon X, je sais pas c'est où mon X, ou je cherche mon... » Puis là, récemment, tout en continuant... On dit que c'est une spirale, hein, la spirale du travail qui relie. Pourquoi? Parce que à chaque fois, pour moi, la spirale est dans deux sens. En conscience, vers le haut, plus de conscience sur la vie, le réel, mais en profondeur aussi. Fait que cette affaire-là de X, je venais d'atteindre un autre niveau de conscience, un autre tour de spirale, puis je me disais, ça marche pas ça, le X. Puis moi-même, j'avais enseigné le Ikigai, là, hein, comment être à quelque part... En tout cas, ça s'approchait du X, là. Puis là, je dis, ah, mais non, parce que je voyais bien que le X, quand les gens m'en parlent, c'est comme s'il est extérieur à nous. Comme si, faut que je trouve mon X. Comme si ça me demande nécessairement un déplacement vers. Puis dans mes dernières réflexions, je dis, non, mais c'est ça. Moi, je travaille beaucoup en psychocorporel. Je fais aussi beaucoup de Qigong. Ben, on va parler d'alignement. C'est quoi mon alignement? Comment je peux être aligné dans mes valeurs? Tu me parlais des valeurs tout à l'heure. C'est quoi, tu sais, comment je peux être aligné dans mes valeurs? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui est cohérent pour moi? Être capable de dire non à ce qui ne l'est pas. Hein? Je suis capable de dire non à un emploi qui est très payant, mais qui ne correspond pas à mes valeurs. Hein? C'est tout ça, l'alignement aussi. Fait que là, c'est comme, c'est ma verticalité. Puis mon horizontalité, c'est mon rapport au monde, mon rapport aux autres. Hein? Fait que comment que je contribue, c'est de l'horizontalité, moi, vis-à-vis l'autre. Fait que là, au final, ça fait comme une croix, mais selon l'angle que tu regardes, ça fait un X, hein? Puis si on le regarde en 3 dimensions, à quelque part, c'est que cet alignement-là entre ma valeur, tu sais, mes valeurs, mon alignement, mon identité, ma contribution au monde, ben ça se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que, est-ce que je suis sur mon X? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je contribue au monde? Et plus ça, c'est aligné, plus mon canal, tu sais, si mon sac de pierre avec toutes mes blessures conscientes et inconscientes que je porte, si j'en ai dégagé une coupe de pierre, ben ça m'aide à mon alignement. Hein? Sinon, le dos, hein, t'es pas aligné. Hein? Tu portes les pierres, là, ça te tire en arrière. Donc, hein, je vais me libérer des poids que j'ai plus besoin de porter, des émotions que je vais faire circuler, je vais m'aligner, je vais contribuer. Et là, finalement, mon potentiel va s'expandre. Fait que, tu sais, mon X, il est en moi, puis c'est moi qui ai la responsabilité de faire ce chemin-là en moi-même pour que, finalement, les opportunités apparaissent. Parce que si je suis bien alignée avec moi-même, je vais savoir qu'est-ce que je veux aussi. Puis les opportunités vont se présenter. Mais il n'est pas là dehors, tu sais. Le chemin, il commence par en dedans tu sais. Donc, pour découvrir qui nous sommes, on va dire, profondément, il faut aller en l'intérieur de soi et non pas le trouver à l'extérieur de soi. C'est ça.
Évidemment, les autres, l'extérieur, c'est nos miroirs. Hein? Évidemment, ils vont nous aider à cheminer. Mhm. En écopsychologie, il y a ça aussi. La nature est comme notre miroir. Hein, il y a des approches d'écopsychologie où, justement, on va amener les gens dans la nature, puis on va leur demander de choisir un élément de la nature, puis en quoi cet élément-là parle de toi. Puis finalement, tu vas voir les reflets de ce que tu vis dans le moment présent, puis ça va t'aider à te comprendre. Fait que oui, l'extérieur est un miroir, mais le chemin doit se faire à l'intérieur. Est-ce que tu t'es intéressé au stade de développement? Parce que quand j'ai touché à... moi, en tout cas, on me l'a enseigné, on voit que la première étape, c'est la confiance et la méfiance. Quand un enfant arrive, et après ça, c'est vraiment ce qui va bâtir le reste de notre identité, cette première relation qu'on a avec la confiance et la méfiance qu'on vit avec notre maman, celle qui nous donne le lait de vie, la sécurité affective. C'est drôle parce que quand tu parlais avec la confiance pour aller dans la peine, j'ai l'impression aussi qu'on va la retrouver aussi pour se relier à soi, pour aller là-dedans. J'ai l'impression que si on est bâti sur un fond de méfiance, ça doit être plus difficile, je me trompe? Ah, c'est sûr. C'est sûr que, justement, hein, tout dépendant de l'enfance qu'on a eue, on a de plus grands défis pour bâtir déjà notre confiance en nous, notre confiance aux autres. Fait que la confiance, méfiance, mais dans le stade du développement aussi, même, tu sais, dans le 0-1 an, où il y a aussi l'abandon versus l'alerte. Tu sais, quand je manifeste un besoin, est-ce qu'il y a une réponse immédiate ou non à mon besoin? Ça va jouer aussi sur l'abandon, l'alerte. Puis c'est vrai que c'est des postures intérieures qui demandent parfois beaucoup de temps. Fait que c'est sûr qu'en éco-psychologie, pour moi, le travail personnel de prendre soin, justement, d'aller nourrir les parties plus vulnérables. Tu sais, si j'ai tout un temps en méfiance, ben comment je vais pouvoir nourrir ma confiance? Ça va faire partie du chemin, hein, justement. Pour moi, je pense que tout le monde devrait faire un processus thérapeutique un jour ou l'autre dans sa vie pour ramener à la conscience ce qui est inconscient puis qui parfois nous fait prendre des mauvais chemins. J'aime bien l'idée que tout ce qui est inconscient, c'est comme si on était des marionnettes. Hein? Puis là, des fois, on réagit bien fort à des situations qui ne parlent pas nécessairement autant du moment présent que du passé. Hein? Mais c'est juste que ça réanime des blessures. Je vois ça comme si on est une marionnette. Fait que là, ça tire le fil. À partir du moment où je vois c'est quoi mes fils, hein, tu sais, qui me fait réagir tout le temps de la même façon, ben là, j'ai un pouvoir dessus parce que je l'ai vu. Fait que je peux choisir de couper le fil, tu sais. Des fois, ça prend plusieurs fois avant d'être capable que le fil, comme s'il se reforme de lui-même. Mais à un moment donné, t'en es libéré, puis tu trouves de la liberté réelle. J'imagine qu'il y a quelque chose à dire en lien avec le jugement. Ah oui, le jugement, c'est sûr. Ça nous habite beaucoup. Ça habite beaucoup nos sociétés. Je pense, même la ça. performance, on peut l'associer au jugement. Est-ce que, aussi, quelque part, ça nous empêche de nous relier? Bien, c'est sûr que j'avais lu une fois dans un livre, ça m'a beaucoup marqué, le plus haut degré de conscience spirituelle, c'est l'absence de jugement. Ça m'avait vraiment frappé. Ça faisait un bout que je cheminais personnellement, puis j'avais jamais vu ça écrit comme ça, puis ça m'a frappé. Et maintenant, je conçois vraiment bien que oui, parce que effectivement, on va avoir plein de jugements sur nous-mêmes. Hein? C'est ça, c'est comme si on a introjecté des pressions sociales, des dictats, des croyances, des façons de faire. Puis quand on répond pas à ça, on peut se juger soi-même, juger les autres. Fait que là, l'absence de jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à quelque part, de se donner et de rendre à l'autre son propre affranchissement. Hein? Je m'affranchis de ce qu'il faudrait que je sois, de ce qu'on voudrait m'imposer dans ma famille, dans ma société. C'est quoi qui suis-je réellement au-delà de ces conditionnements sociaux et culturels-là? Donc, c'est sûr que pour arriver à notre pleine expansion, pour moi, l'affranchissement personnel et social est comme un prémisse de base pour être vraiment dans sa pleine liberté puis de faire des choix conscients en cohérence avec qui nous sommes et nos valeurs profondes. Ah, imaginons qu'il y a des individus qui sentent pas
le chemin d'y aller là. Il y a une histoire qui leur appartient, qui ne veulent pas y aller, mais ils peuvent quand même y contribuer d'une certaine manière pour que les autres y aillent, je me trompe. Parce que là, le jugement, c'est quand même quelque chose qu'on pourrait laisser de côté si d'autres veulent y aller, même si toi, tu es trop blessé. Il y a comme quelque chose aussi qu'on peut faire, même en dehors de soi, non? Pour aider le monde en général, avec un grand à se relier. Tu veux dire, même si quand tu dis ils veulent pas y aller, ils veulent pas y aller dans leur chemin de conscience? J'ai connu beaucoup de gens. Moi, j'étais travailleur de rue quand même 9 ans. Là, il y a des blessures qu'on ne veut plus toucher. Il y a des souffrances qu'on ne veut plus aller visiter. Mais j'ai peut-être envie de continuer à aider l'humanité à se relier à soi et aux autres. Je sais pas, y aurait-il une réflexion à partager là-dessus? Est-ce qu'on... Ben, je pense que c'est certain qu'on peut contribuer, même si on n'a pas fait tout notre chemin intérieur, parce que sinon, on serait tous figés sur place parce que c'est jamais fini, là, ce chemin-là. Là. C'est intéressant. C'est ça que je me rends compte en te posant une question. C'est comme si moi, je te l'amenais comme s'il y avait un aboutissement. Ouais, c'est ça. C'est comme plus un chemin de toute une vie. Fait que moi, je pense que c'est plus des degrés de conscience. C'est-à-dire que plus je suis consciente de qui je suis, de c'est quoi mes enjeux, de c'est quoi mes... Tu sais, mais qu'est-ce qui me déclenche? C'est relié à quoi dans mon histoire? Mais plus je prends de la liberté. Mais quoi qu'il en soit, tu sais, une personne blessée, son moteur peut être justement la blessure qu'elle a eue dans sa vie pour ne pas vouloir la reproduire ou contribuer pour que ça puisse se passer autrement là dehors, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est pas un prérequis. Sinon, t'es faite, tu peux pas aller, tu peux pas aider, tu peux pas contribuer. Puis ce qui est intéressant aussi dans cette vision-là d'éco-psychologie, c'est l'idée aussi de notre contribution naturelle aussi, tu sais. C'est-à-dire, puis ça aussi, ça change du fameux X aussi. À quoi je contribue naturellement? De se poser cette question-là parce que, tu sais, comme on est tellement conditionné dans une culture d'études, de professionnalisation, on s'y perd dans notre professionnalisation, tu sais. Fait que là, qui suis-je? Ah, ben là, je suis un médecin, je suis un boulanger, je suis une intervenante sociale. Mais la question que j'aime poser quand les gens viennent à mon groupe, c'est qu'est-ce que tu fais naturellement? Justement, t'es même pas payé pour, tu sais, je veux dire... ma sœur, par exemple, ce qu'elle fait naturellement, elle va recevoir les gens, là. Elle va faire des repas extraordinaires, elle va avoir mis une table, là, tu sais, super bien dressée. Elle va prendre un coqueron, là, un petit appartement 3,5 qu'elle va transformer en un lieu tellement beau puis accueillant, mais à la base, c'est une pièce, tu sais, c'est comme un 3,5... tu sais, pitoyable quasiment, puis elle le rend... Mais ça, c'est son don naturel. Elle n'est pas payée pour faire ça, là. C'est pas sa profession. Mais elle fait ça naturellement. Fait que, tu sais, d'amener les gens à voir qu'est-ce que je fais naturellement. Dans ma vie de tous les jours, sortir un peu de ma valeur, ma contribution, qu'il faut absolument qu'elle soit professionnelle, ça, c'est un leurre. On se fait tout prendre là-dedans, là, dans notre société, là. Là, c'est comme si j'exige, j'ai de la valeur quand ma contribution est vraiment professionnelle puis qu'elle est reconnue par les autres. Non, parce qu'on a toute notre contribution qu'on fait naturellement sans même s'en rendre compte, là. T'étais-tu à la conférence de Dali Giroux? Non. Non. Dali Giroux, quelqu'un que j'aime beaucoup, que je devrais interviewer cet été si je suis chanceux, justement, pour le balado, disait au final qu'on on évoluait dans une société qui souvent nous contraignait à l'habiter de manière à ce qu'on réponde aux besoins de la société et non pas de ceux et celles qui la composent. Et là, on va se faire dire, ouais, c'est une démocratie, vote pour qui tu veux, puis c'est là que ça s'arrête. Mais au final, c'est plus une société qui est orientée vers la production, la consommation, l'extractivisme, une relation au vivant qui est très instrumentale, qui va un peu à l'encontre de ce que tu nous racontes, là. Ouais. C'est comment qu'on peut composer collectivement pour faire un virage, justement, pour en arriver à faire un... Ben, je le dirai pas, là. Mais à prendre le virage qui est nécessaire. Prendre le virage, ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que pour moi, d'abord et avant tout, c'est d'oser
être qui nous sommes. Hein, parce qu'on on parlait tout à l'heure des conditionnements personnels, sociaux. Donc, oser être qui je suis, oser aller en contre-courant. Mais ça, c'est déjà un défi là, pour beaucoup de gens. Là, parce que si je choisis de vivre autrement, les gens vont me regarder bizarre. Hein? Je suis pas comme tout le monde. Je pense pas comme tout le monde. Fait que faut oser cette différence-là, déjà. Mais je pense aussi que moi, j'ai l'impression que socialement, on est rendu là, tu sais. Puis on voit, là, ça fait plusieurs années, moi, que je suis quand même engagée socialement, puis je vois vraiment qu'il y a comme un engouement pour le vivre autrement, pour aller dans un chemin de décroissance, puis de croire qu'on s'influence, puis on influence les autres, tu sais, d'exister en étant nous-mêmes dans une vie qui fait sens pour moi, pour les autres, pour la planète, ben c'est inspirant. C'est inspirant pour les autres. Fait que je pense qu'il faut juste oser, puis tranquillement, je pense qu'on va atteindre le point de bascule. Personnellement, j'y crois. Avec tous les changements qui se passent, effectivement, tu sais, ça prend des chocs pour réaliser l'importance de changer les choses. Là, on est en crise, mais comme je le disais tout à l'heure dans l'atelier, dans le symbole chinois, c'est le même symbole pour crise et opportunité. C'est une opportunité. Tu sais, quand les gens ils se mettent à se rendre compte que, OK, non, c'est vrai, là. Il y a vraiment quelque chose au niveau des changements climatiques, les feux de forêt, les inondations. Ben, moi, je l'ai toujours pensé. Ça va prendre une crise pour que ça change, mais on est là, on est dedans. Fait que, puis je le vois, le changement. Je vois qu'il y a plus de monde qu'avant qui sont dans la conscience. J'ai rien de scientifique dans ce que je vais te dire là. C'est plus, je pense, lié à mon expérience, mais j'ai l'impression que plus on change vers une reliance que tu nous nommes, plus on devient un miroir chez ceux et celles qui n'empruntent pas ce type de chemin-là, qui peut être insécurisant et qui peut leur donner un miroir de ce qu'ils ne font peut-être pas. Et dans ce temps-là, tu peux devenir une menace inconsciemment pour ces gens-là, puis peut-être le nommer si c'est quelque chose à laquelle tu penses, parce que moi, j'aurais aimé ça le savoir, que je créais ça. As-tu un exemple? Tu dis que tu t'aurais aimé ça le savoir, donc... Si je parle mettons, je pense, c'est dur de nommer et de ne pas nommer des personnes, hein, mais mes parents. Bon, c'est un classique, on n'a pas tous les mêmes chemins que nos parents ont voulu nous donner. Et je suis quelqu'un qui chemine beaucoup, qui amène des valeurs beaucoup plus écologiques dans mes considérations. Je parle d'empreinte carbone et tout ça. Mais quelque part, je les confronte à leur propre mode de vie qui n'est pas nécessairement lié à ça. Je peux même leur faire vivre la culpabilité liée à ce que je leur nomme sur l'état du monde, qu'ils n'avaient pas l'affaire. Fait que c'est comme une espèce de forme de miroir imposé qu'ils ne veulent pas nécessairement avoir. Fait que j'ai à composer aussi avec ça. Là. Ça, c'est ma situation à moi, mais pour beaucoup de personnes, non? Est-ce que tu le rencontres des fois? Ben oui, c'est sûr. C'est oser déranger, hein? Tu nous invites à ça. Ben moi, je pense que oui, hein? Justement, il y avait un conférencier, là, hein, qui disait... Il écrit son livre avec « Ils vont déranger », là. Ils vont déranger, on va déranger. On dérange le statu quo, faut déranger. C'est intéressant. Au Québec, déranger, c'est difficile. Voilà. C'est pas bien vu. C'est ça. C'est pas bien vu. C'est pas bien vu. Pas encore. C'est ça. Moi, j'ai été très inspirée par la conférence de Catherine Dorion, qui était ici à Virage, qui, elle a osé déranger, hein, au Parlement, là. Puis elle a eu plein d'attaques de tous bords, de côtés, tu sais, du harcèlement, là, carrément. Puis elle a dit non, c'est pas vrai. Moi, je suis vraiment en toute admiration de sa posture. Ben oui, non, c'est pas vrai que je vais me mettre à me déguiser en petit tailleur puis tout pour répondre à la culture parlementaire. Non, moi, je vais
Même si on parle de moi dans les radios, dans les journaux, qu'on déforme ce que je suis, ce que je dis, non, je vais continuer à être moi-même, je vais me tenir debout. Moi, je pense que c'est ça, c'est d'apprendre à se tenir debout, apprendre à déranger. Mais aussi, en faisant ça, on inspire. On ne fait pas juste déranger. On en inspire plusieurs aussi. Ah, Catherine Dorion est l'idole de bien du monde. Justement, pour ça, elle nous donne le goût de nous inspirer de ce qu'elle fait, même. Ben, c'est ça. Elle a osé déranger. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé aussi quand elle parlait de la force qu'elle allait chercher dans ses proches, qui n'étaient pas nécessairement liés, justement, au système politique, mais qui étaient liés plus au cœur, à des gens qui partageaient une vision du monde, un amour du monde, des artistes aussi. Fait qu'elle était reliée. Il y a cette reliance-là qui est là. Ce qu'elle disait, sa bande d'amis artistes, c'est elle qui faisait ses autodéfenses, là. Elle s'est vraiment sentie supportée. Je vois que tu nommais tout à l'heure que tu as utilisé le théâtre comme outil de développement personnel. Est-ce que l'art est un outil pour toi ou est un outil de reliance que tu utilises? Bien sûr, c'est ça. L'art, pour moi, ça fait partie intégrante de ce que je fais aussi, comme dans mon travail. Évidemment, l'art nous relie à nous-mêmes d'abord, parce que c'est une forme d'expression de soi. Nous relie aux autres aussi, parce qu'une fois que cette expression de soi est là dehors, ben, elle résonne. Elle résonne chez les autres. Pour moi, le théâtre, c'est ça, j'ai étudié en théâtre et développement. C'était un baccalauréat à l'Université Concordia. Et dans dans le théâtre et développement, on a le théâtre communautaire, théâtre féministe, théâtre de l'opprimé. Donc, on a toutes sortes de théâtres. Et le théâtre-thérapie en fait partie aussi. Et moi, ça m'intéresse particulièrement aussi parce qu'on parle, si on veut changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Ça, c'est Gandhi qui nous l'avait bien dit aussi. Tu sais, comme par exemple, moi, j'offre aussi des sessions que j'appelle le théâtre rituel, où les gens vont identifier un enjeu qu'ils répètent constamment dans leur vie, puis qui est nuisible pour eux, qui les empêche de se développer puis d'être bien. Et on va le ritualiser sous forme théâtrale, sous forme performative, dans la nature, avec la nature, pour amener une image. Tu sais. C'est comme là, d'un coup, j'ai une image, j'ai un rapport corporel à cette image-là, parce que je le joue dans mon corps. Puis je passe d'un moment dans ma vie où je suis coincée, puis dans mon théâtre, je trouve le chemin pour le décoincer. Donc, c'est génial parce que tout d'un coup, je crée un nouvel engramme à mon inconscient par l'image, qui fonctionne par image dans nos rêves, tout ça, mais aussi à mon corps qui, quand je vais retomber dans mon pattern, ben, je vais me souvenir de mon théâtre, consciemment ou inconsciemment, puis je vais savoir qu'il y a un nouveau chemin. Fait que pour moi, c'est vraiment un outil. Je pourrais pas, tu sais, à travers le travail qui relie, c'est quand même... c'est un chemin que tu peux faire personnellement, collectivement, mais là, pour travailler sur les blessures, les enjeux des gens, pour moi, ça fait partie quand même. La transition intérieure, pour moi, fait partie de la transition écologique. Donc, c'est pour ça qu'avec mon entreprise Ego, ben, je travaille sur les deux plans. Donc, je fais de l'accompagnement individuel aussi pour les individus, pour qu'on puisse toucher leurs propres enjeux. Mais après, je donne des outils, comme je l'ai nommé, du travail qui relie, pour qu'on ait des repères pour vraiment être des acteurs de changement, puis dans notre plein potentiel. Je vais y aller avec on arrive un peu vers la fin, mais je voudrais te poser la question. J'imagine que tu as pensé. Tu as parlé de la toile tout à l'heure. C'est drôle parce que le web est aussi appelé la toile. Tu as parlé de nous relier, tu as parlé des émotions, tu as parlé des sens pour nous aider à nous relier. J'ai vu que de l'humain ou de l'humain dans le vivant, ensemble, réellement, concrètement, dans des expériences, dans ce que tu m'as nommé. Mais là, avec les écrans, la technologie et tout ça, est-ce que, quelque part, ça nous sert? Est-ce que tu aurais une réflexion par rapport à ça, à nous relier? Parce que on est interconnectés avec les technologies aujourd'hui aussi. Oui. Ben, moi, je pense que dans toute chose, il y a du bon et du moins bon. Donc, évidemment, pour moi, j'ai eu la chance de faire des ateliers
du travail qui relie où il y avait 1000 personnes, par exemple, à travers la planète au complet, en ligne, tout le monde en même temps. Puis moi, ça a été très porteur pour moi parce que je me suis dit, OK, c'est parce que là, maintenant, si on est réseauté internationalement, le jour où vraiment le peuple veut vraiment créer du changement, on n'est plus juste local, on est aussi international. Puis là, de voir tous ces cercles-là à travers le monde qui sont déjà des acteurs de changement, qui changent déjà les choses. Je veux dire, on est là, le point de bascule, là, c'est là. Moi, j'y crois quand même. Fait que pour moi, c'est comme un plus dans ce sens-là. Le grand web, justement, la grande toile est là. Puis après, c'est aussi addictif. On avait notre conférencier sur le cerveau qui disait, effectivement, c'est comme les rats, hein? Tu scrolls, puis là, t'as des likes, t'as des récompenses, fait que ça crée l'addiction. Pendant que je suis là-dessus, j'ai pas un regard périphérique qui me permet de réagir à ce qui se passe extérieurement. Je vais perdre des opportunités, perdre des moments de connexion avec mes enfants, avec mon chum. Fait que je pense que c'est comme dans tout, c'est de trouver l'équilibre. Hein? Mais je pense que moi, j'ai quand même une de mes grandes peines pour le monde, quand même, c'est la surutilisation des écrans. Parce que j'en vois des jeunes, puis, tu sais, pour moi, quand même, c'est... Tu sais, ça peut être vraiment diminuer, justement, la vitalité. Puis je pense que c'est ça qui me fait de la peine, tu sais. Ça diminue la vitalité, ça diminue l'envie de se mettre en action, de rencontrer du monde pour vrai, de faire des projets. Il y a comme quelque chose qui est « Ah, je scroll, puis la journée passe, puis je suis sur les jeux vidéo. » Mais qu'est-ce que tu fais là, dehors, dans le monde? Fait que je souhaiterais quand même qu'il y ait de plus en plus d'écoles de la nature pour que les jeunes apprennent cette connexion-là, dehors. T'sais, on le dit, hein, c'est ça, hein, dans... les études ont été faites, là, 20 minutes par jour de connexion nature, ça diminue ton stress de façon incroyable. Là. Fait que c'est pas beaucoup, hein? Tu dis 20 minutes par jour, on serait supposé être capable de faire ça. Mais on vit dans nos maisons, on est enfermés, on regarde nos écrans. Tu viens de parler de peine. Qu'est-ce qui te rend heureuse, Isabelle? Moi, ce qui me rend heureuse, ben plusieurs choses. Moi, de vivre dans la nature, parce que j'habite sur une ferme écologique, à la ferme Sage-Terre, qui est une ferme qui appartient à personne. Jean Bédard, le fondateur de la ferme, a redonné la terre à elle-même. C'est une FUSA, fiducie d'utilité sociale agroécologique. Ça me rend heureuse. Pourquoi? Parce que on revient à ce que les Premières Nations nous ont enseigné. Nous appartenons à la terre. La terre ne nous appartient pas. Et moi, je vis dans un lieu physique où je vis réellement ça. J'appartiens à la terre ne m'appartient pas, puis j'y contribue, ça me rend vraiment heureuse. Ça me rend heureuse de pouvoir enseigner ce à quoi je crois plus profondément. Quand on vit nos valeurs, puis qu'on les enseigne, en tout cas, moi, ça me rend vraiment heureuse. Ça me rend heureuse de vivre dehors aussi, parce que l'été, j'ai un campement là, sur la ferme, dans le fond du champ, puis je vis dehors, j'ai une cuisine extérieure, puis cuisiner dehors comme ça, en écoutant les oiseaux chanter, ça me rend vraiment heureuse. Me sentir reliée à d'autres qui sont aussi des acteurs de changement, ça me rend vraiment heureuse. C'est la bonne place pour être heureuse pour toi ici. Ah ouais, à Virage, je suis très heureuse. Je termine avec la question que je pose pas mal à tout le monde. Est-ce que tu aurais une dernière réflexion, proposition à faire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, Isabelle? Tu peux aller où tu veux. Réflexion, proposition, ben moi, ce que je me dirais, c'est aller jouer dehors. Ce serait, je dirais, aller jouer dehors. Puis, tu sais, j'ai bien dit jouer dehors. De retrouver cette essence-là de l'enfance, puis de connecter dans la nature, tu sais. Aller jouer dehors, vraiment. C'est ça qui nous relie aussi hein, au vivant, qui nous donne de l'énergie, puis c'est ça, qui nous amène à plus de vitalité, puis nous donne envie de passer à l'action par amour pour cette belle nature-là qui nous tient vivant. Merci Isabelle. S'il y en a qui veulent aller jouer dehors avec toi, j'imagine qu'on peut te trouver via le site internet d'EgoEco. Oui, egoeco.ca, EGO-ECO.
.ca. Et c'est ça. Je vous attends à la merveilleuse ferme Sage-Terre pour voir les plus beaux couchers de soleil au monde. Merci aussi à l'Auberge du Jardin à Petit-Saguenay qui nous offre ce merveilleux endroit où est-ce qu'on est ensemble, moi et toi Isabelle, au soleil et au bruit des oiseaux, tranquillement. Alors, bonne journée tout le monde, à la prochaine. Merci, Au au revoir. revoir.